Bonjour Monsieur Hervé Gotcho. Bonjour. Vous êtes membre conseiller au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Je suis Benjamin du lycée Léonard de Vinci à Monistrol-sur-Loire. Merci tout d'abord d'avoir accepté cette interview dans le cadre de la fête de la radio. Mais c'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Pour commencer, j'encadre des élèves qui ont de 16 à 18 ans. Est-ce que vous, monsieur le conseiller, vous rêviez déjà de radio à cet âge-là ? Alors, est-ce que je rêvais de radio à 16 ans ? Je sais pas, j'écoutais beaucoup la radio. Parce que moi, quand j'avais 16 ans, c'était juste après la libération de la bande FM. Donc on avait véritablement une explosion du nombre de radios sur la bande FM. C'était très nouveau, avec des radios qui étaient professionnelles, avec beaucoup de musique et qui succédaient à l'époque des radios pirates, qui étaient assez sympa, c'était marrant, mais c'était pas très professionnel. Et là, d'un seul coup, on a vu plein de radios arriver. Donc, à 16 ans, j'écoutais énormément la radio. Et si je rêvais pas vraiment de radio à 16 ans, en revanche, à 18, j'en faisais, puisque mon année de terminale, j'ai été animateur radio pendant un an. Tous les dimanches, je faisais 6 heures d'antenne. J'ai eu la chance de tenir le micro d'énergie à Nancy à l'époque, et ensuite de Fun. Donc c'était un premier contact aux médias qui a été assez déterminant pour la suite de ma carrière. Et pas des moindres, hein, des jolies radios déjà. Alors, Monsieur Gotcho, vous êtes membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel depuis 2019. Et en quoi consiste votre travail ? Alors mon travail, d'abord le travail du CSA dans son ensemble, c'est de réguler le secteur de la radio, de la télévision, et puis maintenant, par extension également, d'un certain nombre de médias qui sont en ligne, que ce soit les plateformes de vidéo à la demande par abonnement, que ce soit les réseaux sociaux pour la lutte contre les fausses informations, ou maintenant contre la haine en ligne. Au tout départ, en fait, notre métier, c'était d'affecter des fréquences. Ça l'est toujours d'ailleurs, que ce soit pour la radio ou pour la télévision. L'ancêtre du CSA, en fait, est né justement au lendemain de la libération de la bande FM en 1982 pour justement aider les radios à se coordonner entre elles pour, dans l'utilisation des fréquences, éviter de se brouiller les unes les autres. C'est comme ça qu'est née donc la Haute Autorité qui était l'ancêtre du CSA. Aujourd'hui, on continue d'attribuer des fréquences. Ces fréquences, c'est un bien national qui appartient à tout le monde, à vous, à moi, à l'ensemble des citoyens. Et on en est dépositaire et on les distribue aux éditeurs qui le demandent gratuitement, en échange d'engagements qui sont signés dans une convention, des engagements en termes de pluralisme, de diversité, de déontologie, de qualité des programmes, etc., etc. Et ensuite, le CSA vérifie qu'effectivement, ces engagements, qui sont parfois inscrits dans la loi, qui sont parfois réglementaires, et en tout cas qui sont conventionnels, sont bien respectés. Et s'ils ne sont pas respectés, alors c'est là, et seulement là, que le CSA devient le fameux gendarme de l'audiovisuel et peut éventuellement sanctionner. Ça, c'est notre métier. Pour ça, on est 7 conseillers, enfin un président et 6 conseillers, dont je fais partie. Toutes les décisions sont prises tous ensemble. Donc dans une journée, dans une activité type, on va dire, du CSA, il y a tous les mercredis une réunion du conseil où on est tous autour de la table et on aborde tous les sujets et on en débat entre nous et on prend toutes les décisions ensemble. Et puis, chaque conseiller a un groupe de travail qu'il préside et dont il s'occupe plus spécifiquement pour ensuite aller porter les dossiers auprès des autres conseillers. Et donc, en ce qui me concerne, je préside le groupe de travail radio et audio numérique. Donc, moi, ma journée type de conseiller du CSA, d'abord, je suis un journaliste, donc tous les matins, je commence par faire une revue de presse. Ça, c'est pour moi, c'est un vieux réflexe qui date de plus de 30 ans, où j'écoute les radios, les grandes interviews, les chroniques, les journaux, et puis je lis beaucoup la presse écrite. Je pense que c'est très important pour s'informer de lire la presse écrite tous les matins. Et puis ensuite, je fais une deuxième revue de presse, celle du CSA, avec tous les sujets qui sont vraiment directement liés à la régulation. Et puis ensuite, je vais enchaîner, alors, soit les rendez-vous avec l'ensemble du collège, avec les équipes, parce qu'il faut savoir qu'il y a 300 personnes qui travaillent pour le CSA,
et puis avec des interlocuteurs extérieurs, des patrons de radio qui peuvent avoir des problèmes spécifiques d'économie, de diffusion, pour discuter avec eux de solutions à trouver ou éventuellement de contrôles à effectuer sur la bonne marche de leur fonctionnement. D'accord, oui, donc il y a vraiment pas mal de choses à faire. Oui, les journées sont bien chargées, elles sont bien remplies. Comme vous l'avez précédemment dit, vous êtes tout d'abord un journaliste de terrain même. Comment avez-vous vécu vos premières années en tant que journaliste reporter pour les stations régionales de France 3 ? C'était des années formidables, c'était des années, j'étais jeune, parce que j'ai commencé à travailler pour FR3, parce qu'on ne disait pas France 3 encore à l'époque, on disait FR3, ça ne me rajeunit pas, mais c'est comme ça. J'ai commencé à travailler à 21 ans comme reporter, et le fait de travailler dans les stations régionales, c'était une expérience formidable parce que par le reportage et par les rencontres que je pouvais faire dans le cadre des reportages, et par le nombre de stations régionales dans lesquelles j'ai travaillé, j'ai vraiment eu l'occasion de découvrir la France. Mais la France en profondeur, pas comme un touriste qui se promène, mais vraiment comme un journaliste qui va tendre le micro aux gens, qui va leur poser des questions, qui va les découvrir. Et c'était absolument passionnant. Et quelques années après, j'ai été nommé grand reporter à la rédaction nationale. Et là, j'ai fait la même chose, mais avec Le Monde. Et pendant des années, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, de faire probablement plusieurs fois le tour du monde et d'aller également à la rencontre des gens. Le journalisme étant d'abord finalement un métier de curiosité et puis ensuite de témoignage. C'était extrêmement riche. D'accord, oui, donc vous avez un petit peu vadrouillé, comme on dit, vous avez pu voir pas mal de choses. Et pendant 10 ans, vous étiez rédacteur en chef des éditions nationales des journaux télévisés du 12-13 et 19-20. Quelles ont été vos règles d'or dans cette mission ? Je dirais qu'il y avait 3 règles d'or pour moi, qui sont des règles d'or qui doivent s'appliquer aux journalistes d'ailleurs dans leur ensemble. Savoir que le métier d'un rédacteur en chef, c'est de raconter dans un espace restreint, qui est celui du journal, donc avec un temps donné, de raconter le monde aux gens finalement. Et donc la première question que se pose le rédacteur en chef, pas tout seul, parce qu'il y a toute une équipe autour de lui, c'est tous les matins de se dire comment est-ce que je vais raconter le monde aux 3,5 millions ou 4 millions de personnes qui vont regarder le journal que je vais préparer pour ce soir. C'est une lourde responsabilité. Et donc, pour prendre les bonnes décisions, il faut, à mon avis, 3 règles d'or. La première, c'est l'honnêteté. L'honnêteté, c'est pas l'objectivité. On parle souvent de l'objectivité des journalistes. Personnellement, j'y crois pas trop, parce que finalement, un journaliste va décider de traiter une information et ensuite porter un regard sur cette information. Ça n'est déjà pas objectif, parce qu'un journaliste, c'est un être humain, comme les autres, donc il a sa sensibilité, son passé, son éducation, son histoire, son opinion éventuellement. Il ne peut pas mettre tout ça absolument de côté pour traiter une information comme s'il était un robot, comme s'il était une machine. Donc on ne peut pas trop mettre l'objectivité en avant, l'exiger d'un journaliste. En revanche, on peut exiger l'honnêteté. C'est-à-dire, est-ce que je suis honnête dans ma manière de présenter les choses ? Est-ce que les biais de mon histoire sont suffisamment arasés pour présenter l'information de manière honnête et vraie ? Donc ça, c'est la première question qu'un journaliste doit se poser. La deuxième règle d'or, c'est la rigueur. Il faut vérifier les informations. Il faut faire attention à la manière avec laquelle on les présente. Est-ce qu'on les présente de manière exhaustive ? Est-ce que c'est complet ? Est-ce que ce qu'on dit est juste ? La vérification de l'information, c'est vraiment la base du travail. Même quand c'est une dépêche de l'agence France-Presse, qui sont des dépêches en général d'informations très fiables, les journalistes qui émettent ces dépêches, ils ont eux-mêmes vérifié. Une nouvelle vérification de l'information, elle n'est jamais trop. Ça évite d'avoir parfois des crashs, comme on peut en avoir dans certains médias, avec des fausses informations qui sont diffusées. Donc honnêteté, rigueur, et puis la troisième règle d'or, c'est la clarté.
C'est-à-dire que moi, j'étais journaliste économique pendant très longtemps. Donc, c'est une matière qui est parfois aride, qui est parfois pas facile à comprendre. Parfois, les gens qui regardent la télévision n'ont pas forcément toutes les clés de compréhension d'une actualité économique. Et donc, c'est aux journalistes de faire un effort de pédagogie, de clarté, pour mettre l'information, quelle que soit sa complexité, à la portée de tous. Donc voilà, honnêteté, rigueur et clarté, c'était un peu mes 3 règles d'or quand j'étais rédacteur en chef, que je m'appliquais à moi-même et à mon équipe. Tout à l'heure, quand vous avez énuméré un peu toutes les compétences du CSA, je voulais revenir là-dessus parce qu'aujourd'hui où la radio fête ses 100 ans et que les podcasts, les web radios, le DAB+, se développent, vous avez insisté sur le fait que la radio doit évoluer avec son temps et être en phase avec ses nombreuses mutations sociétales. Quels sont pour vous les défis de la radio de demain ? C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a 2 défis pour la radio. J'allais dire demain, aujourd'hui en fait, parce qu'on y est déjà. Le premier défi, il est technologique. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on écoute la radio sur la bande FM, on a un son analogique. Plus personne n'écoute un son analogique en réalité. Si vous allumez la télévision, si vous allez au cinéma, si vous écoutez de la musique sur un CD ou sur une plateforme de streaming musical, vous allez entendre un son numérique. Et donc il faut que la radio aussi soit numérique. C'est tout l'enjeu du déploiement de ce qu'on appelle le DAB+, c'est-à-dire la radio numérique terrestre, qui est en train de se déployer en France et dont les Français vont de plus en plus entendre parler, sauf d'autant que si aujourd'hui ils vont acheter un transistor, comme on dit, un poste de radio dans un magasin, même un autoradio, ce sera forcément un poste qui sera équipé d'une puce DAB et donc ils pourront écouter la radio en numérique. Et puis, il y a aussi le déploiement de l'écoute sur Internet, qu'on appelle en IP, en Internet Protocol, sur les applications, sur les agrégateurs, ce qui permet avec son smartphone d'écouter la radio quand on est en mobilité, dans le train ou le métro et qu'on se déplace et qu'on n'a pas un transistor collé à l'oreille. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui se répand. Aujourd'hui, ça n'est que 15% de l'écoute, mais c'est déjà 15% et ça va aller certainement en augmentant. Et donc la radio doit absolument s'adapter à ce nouveau son, à ces nouvelles exigences de notre oreille, si j'ose dire, et puis à ces nouveaux services. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est celui des contenus. C'est-à-dire que la question que tout patron de radio doit se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui me différencie des autres médias, mais là des autres médias au sens large, c'est-à-dire les GAFA sur Internet, mais aussi les plateformes de streaming musical, les plateformes de vidéo à la demande par abonnement, la télévision, tous ces médias-là, finalement, sont dans le petit village médiatique que nous sommes, en concurrence les uns avec les autres. Et donc, qu'est-ce qui va faire que moi, je vais écouter la radio plutôt que de regarder la télévision, plutôt que de me mettre sur une plateforme de streaming musical, quel est le service que la radio va m'offrir. Et ça passe forcément par les contenus et par se poser la question de qu'est-ce que les auditeurs ont envie d'écouter aujourd'hui, qu'est-ce que moi je peux leur apporter pour leur donner envie de rester avec moi sur ma station. D'accord, ouais, donc il y a vraiment un enjeu très important. J'imagine aussi une question d'uniformisation sur le numérique. C'est vrai qu'aujourd'hui tout devient numérique. Et d'accord, mais en tout cas c'est très intéressant et j'imagine que c'est des questions très très importantes pour vous au CSA parce que c'est un peu l'enjeu principal peut-être aujourd'hui. Oui, c'est des questions qu'on se pose au quotidien et puis qu'on se pose avec justement les patrons de radio. Nous, on s'intéresse beaucoup, par exemple, même si on ne le régule pas, à l'émergence des podcasts. Au mois de mars, il y a 1 100 000 podcasts qui ont été écoutés en France. Donc, on voit bien que ce n'est pas un petit phénomène, que ça va aller en augmentant. Aujourd'hui, les podcasts ils sont principalement produits par les radios, mais ils sont aussi produits par des sociétés de production qui font spécialement des podcasts pour des plateformes. Donc,
la radio doit s'adapter à ce nouvel univers. Nous, régulateurs, on l'observe également de près parce que on pense que ça fait partie des nouveaux usages qui viennent disrupter, même si je n'aime pas beaucoup ce mot, le marché et la consommation de la radio. Donc je pense que ça doit tous nous intéresser. Oui, effectivement. Mais par exemple, sur les enjeux du numérique, dans la différenciation, on voit bien que la différence entre écouter une radio musicale et écouter une plateforme de streaming musical, c'est pas la même chose. Sur la plateforme de streaming musical, vous pouvez choisir absolument tout ce que vous voulez écouter au moment où vous voulez l'écouter, contrairement à la radio qui va vous proposer un programme. Mais en revanche, vous pouvez aussi assez rapidement vous laisser enfermer par l'algorithme qui va essayer de deviner ce que vous aimez et toujours proposer la même chose. À la radio, vous ne pouvez pas choisir ce que vous écoutez, mais en revanche, vous avez derrière le poste, si j'ose dire, un programmateur qui a une sensibilité et qui va vous proposer des choses que l'algorithme sur la plateforme de streaming musical vous proposera, par exemple. Il va vous proposer de découvrir des musiques que vous ne découvririez pas sinon. Donc on voit bien que ce n'est pas les mêmes usages et que ça ne sert pas forcément à la même chose. C'est sûr. Et vous, monsieur le conseiller Godchaux, quand vous êtes au plus proche de la radio, vous êtes vraiment dans le monde de la radio, et vous devez avoir des tonnes de souvenirs, j'imagine. Mais si vous n'aviez qu'un seul moment de radio à retenir, ce serait lequel ? Il y a tellement de moments de radio qui ont été extraordinaires parce que la radio finalement nous accompagne dans notre vie quotidienne et puis c'est vraiment le média de l'instant. Donc écouter à la radio la chute du mur de Berlin par exemple ou les attentats du 11 septembre, c'était quelque chose d'extrêmement fort. Mais allez, si je devais garder un souvenir de radio qui me fait encore rire, rien que d'y penser, c'était une émission qui existait il y a des années de ça, qui s'appelle le Tribunal des flagrants délires. C'était une émission qui prenait la forme d'un tribunal humoristique qui devait juger, entre guillemets, un invité et qui était animé par trois monstres de la radio et de l'humour qui étaient Claude Villers, Louis Ségaud et le regretté Pierre Desproges. Et c'était extrêmement drôle. Ça a l'air d'être un souvenir assez drôle, j'imagine. Vous êtes trop jeune pour l'avoir connu, mais je vous conseille d'aller chercher encore ces émissions-là sur Internet et même encore aujourd'hui, ça vous fera rire. J'irai voir sans faute. Pour conclure, un petit exercice d'imagination. Je vous donne les rênes d'une émission de 2 heures où vous avez carte blanche sur les choix des invités, vivants ou non. Quel serait votre choix et pourquoi ? Ça, c'est un rêve, ça, que vous me donnez à 2 heures d'émission avec les gens de mon choix, même ceux qui sont décédés, c'est formidable. Écoutez, si on peut faire plaisir. Je prends alors. Écoutez, je ferai une émission. Sur la beauté du monde, en fait. Et j'y inviterai des gens qui, à mon avis, apportent quelque chose, justement, dans un monde qui est parfois un petit peu brutal, et qui apporte un peu de beauté et de sourire. Alors, je pense que j'inviterai, par exemple, le philosophe Alexandre Jolien, dont j'aime la pensée, et dont j'aime le parcours, qui est un parcours difficile, qui est assez lourdement handicapé et qui a fait de son handicap quelque chose de beau, quelque chose de fort et un exemple. Donc voilà, j'inviterai Alexandre Jolien, j'inviterai Robert Badinter, qui était un très grand avocat, un grand ministre, qui est vraiment, je pense, une lumière de ces 50 dernières années et qui a notamment été celui qui a permis l'abolition de la peine de mort en France et qui encore aujourd'hui tient des discours très, très forts. J'inviterai l'écrivain Sylvain Tesson, dont je partage avec lui la passion de la marche, même si il a marché et il marche encore dans le monde entier et d'une manière que je n'atteindrai jamais, mais j'aime son regard sur la France et sur le monde au gré de ses pas. Et je vous en conseille vraiment la lecture.
j'ai encore entendu dans une interview il n'y a pas très longtemps, je l'ai trouvé très intéressant. Et on ferait une émission sur la beauté du monde, sur l'amitié, la fraternité entre les gens, la capacité à vivre ensemble, la démocratie, la liberté d'expression. Toutes ces valeurs qui me paraissent fondamentales, il faut toujours défendre, jamais les prendre pour acquises. Et puis, une bonne émission, dans une bonne émission, il y a des pauses musicales. Donc, je pense que j'inviterai Bob Marley, qui viendrait nous chanter une de ses chansons, justement, à la gloire de la fraternité entre les gens. Et puis, pour rire, quand même, j'inviterai au choix Coluche ou Pierre Desproges, dont l'humour et l'humour corrosif et le regard sans concession qu'ils avaient sur la société nous manquent beaucoup par les gens. C'est un beau programme que vous nous proposez là. Hein. Bon, en tout cas, encore un grand merci, monsieur le conseiller Hervé Godeschaux, pour cette interview. Nous vous remercions ainsi que l'ensemble du CSA pour votre disponibilité et joyeux centenaire à notre radio française. Merci beaucoup, merci à vous pour votre invitation et effectivement, vive la radio.